fait halte dans chaque famille. Connaissant tous les dialectes indigènes, il est partout bien accueilli, car partout on l'attendait avec impatience. Ici, la mère lui présente un petit malade. Et il a toujours sur lui le remède approprié. Là, il baptise quelques nouveau-nés. C'est par le geste traditionnel du claquement de main qu'il signale son arrivée. Et il y a toujours là quelques chrétiens qui l'invitent à partager la boulette de mil, nourriture habituelle du paysan noir, car tous les pères se sont adaptés à la vie indigène. Ma première réaction quand j'ai entendu à la radio qu'il avait écrit une lettre au président Tshisekedi à l'occasion de l'indépendance du Congo, pour le féliciter, mais dans laquelle il exprimait des regrets pour les malheurs qu'on avait eu à déplorer durant la période coloniale. Je dois dire que ma première réaction a été l'indignation en me disant, mais enfin, mais pourquoi toujours présenter des regrets pour une période qui, finalement, a connu, évidemment, il y a eu des abus, il y a eu des exactions, c'est certain, mais qui, dans l'ensemble, a apporté tout de même une amélioration incroyable du mode de vie des Congolais, hein, des habitants de cette partie de l'Afrique centrale. Il faut tout de même se rendre compte qu'avant l'arrivée de Léopold II, avant l'installation de l'État indépendant du Congo, toute cette région, qui était très peu connue, elle était, finalement, ce n'était pas un Éden. On peut parfois s'imaginer cela avec la philosophie de Jean-Jacques Rousseau, qu'ils vivaient là dans une espèce de paradis et qu'on est venu saccager leur paradis. En fait, paradis, ils étaient soumis à 3 sortes d'esclavage. Il y avait l'esclavage à l'ouest. C'était quoi l'esclavage à l'ouest? C'était les propres chefs, c'était les rois noirs qui vendaient leurs sujets, leurs prisonniers, à des trafiquants européens. Ils les vendaient. Et ces esclaves-là se retrouvaient dans les plantations de sucre en Amérique. À l'est, il y avait un autre genre d'esclavage, c'était celui des Afro-Arabes. On dit non, c'était les arabisés. Et ceux-là, ils n'achetaient pas les esclaves, ils les prenaient. On encerclait le village et on emmenait toute la population à pied jusqu'à Zanzibar, et là, c'était un grand marché d'esclaves. Environ 80% des personnes qui étaient emmenées mouraient en cours de route. Les survivants, qu'est-ce qu'on faisait des hommes? On les châtrait. Les femmes, après les avoir copieusement violées, elles étaient avortées. Résultat, vous n'avez pas de descendants d'esclaves au Moyen-Orient. En Amérique, vous avez des dizaines de millions de descendants d'esclaves. Mais il y avait une troisième forme d'esclavage, peut-être encore plus pernicieuse, c'était celle qui résultait des guerres tribales. Pourquoi est-ce que les tribus faisaient la guerre? C'est parce qu'elles voulaient s'approvisionner en esclaves. Et ces esclaves, qui appartenaient aux chefs, leur servaient en fait de garde-manger, parce que comme ils mangeaient les esclaves, et puis ils les revendaient. Et quand un chef mourait, on l'enterrait avec, suivant son importance, une dizaine, une vingtaine d'esclaves égorgés. Ça, c'était son garde-manger pour l'au-delà. Et quelques-unes de ses plus jeunes femmes, ça, c'était son harem pour l'au-delà. Eh bien, l'arrivée de Léopold II, l'État indépendant du Congo, a mis fin à cette pratique. Rien que pour cela, je ne vois vraiment pas pourquoi il faut demander pardon. Pour la plupart, avant 1965. C'est ce qu'on appelle la décolonisation. Il faut se poser 3 questions. Pourquoi la décolonisation se fait-elle au cours des 20 années qui suivent la Seconde Guerre mondiale? De quelle manière les colonies ont-elles obtenu leur indépendance? Et enfin, que deviennent les nouveaux États indépendants? Première question, pourquoi à cette époque? Presque partout, les aspirations à la liberté, les revendications d'indépendance sont anciennes, mais en 1945, le contexte a changé. D'abord, les métropoles sont affaiblies par la Seconde Guerre mondiale.
Ensuite, le prestige de l'homme blanc qui se prétendait investi d'une mission civilisatrice est atteint. La colonisation est critiquée. Critiquée dans le contexte de la guerre froide par les USA et l'URSS qui se prétendent être tous deux les champions de la liberté, qui se disent à la tête du monde libre et qui apportent donc leur soutien aux colonies qui luttent pour leur indépendance. Critiquée aussi par l'ONU, qui a proclamé dans le préambule de sa charte l'égalité entre les hommes et entre les nations, et qui réaffirme les droits de l'homme et le droit à la liberté. Critiquée enfin par les nouveaux États indépendants, qui n'hésitent pas à prendre la parole à l'ONU contre les métropoles qui maintiennent leur domination, qui n'hésitent pas non plus à critiquer le colonialisme, comme ce fut le cas lors de la conférence de Bandung en 1955. De quelle manière les colonies ont-elles accédé à l'indépendance? La forme de la décolonisation dépend surtout de l'attitude de la métropole face à la revendication indépendantiste de sa colonie. Certaines colonies ont accédé à l'indépendance par la violence, c'est-à-dire par le biais d'une guerre de décolonisation. C'est le cas de l'Indochine, de l'Algérie, des Indes néerlandaises. D'autres colonies ont accédé à l'indépendance de manière pacifique, c'est-à-dire le plus souvent de manière négociée. C'est le cas des Indes britanniques par exemple, ou des territoires d'Afrique noire française. Mais il faut souligner que même si on parle d'indépendance pacifique, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas eu de violence. Et souvent des manifestations ont été réprimées dans le sang. Que deviennent enfin les nouveaux États indépendants?